Nicolas Boissel est médecin hématologue, chef de service d'hématologie d'adolescents et jeunes adultes à l'hôpital Saint-Louis, juste à côté. Et il est professeur à l'université Paris Diderot. Ensuite, Élise Ricada prendra la parole. Élise Ricada qui est doctorante en psychopathologie et psychanalyse. Elle est psychologue clinicienne, bien sûr. Et puis, signaler qu'elle a publié un livre il n'y a pas si longtemps avec Lydia Tayeb. Et ce livre s'intitule « Après le cancer du sein, un féminin à reconstruire ». Avant de leur donner la parole, je vais aussi présenter Catherine Desprats, qui est discutante de cette communication. Catherine Desprats, qui est maître de conférence et directrice de recherche à l'UFR d'études psychanalytiques à Paris Diderot. Elle est psychanalyste. Puis Catherine a publié récemment avec Céline Masson 2 livres collectifs, je crois, Figures de deuil et création, si je ne me trompe. Et puis un autre qui s'appelle Le corps contemporain, création et fait de culture. Tous les 2 chez l'Harmattan, il me semble. Voilà. Il y en a même un dernier dont je n'avais pas connaissance. Il vient de sortir, mais voilà, c'est l'occasion d'en parler. Parfait. Bonjour à tous. Merci beaucoup pour l'invitation à participer à ce congrès. Donc moi, comme cela a été dit, je suis clinicien. Donc je vais m'efforcer là dans les quelques minutes qui viennent à un peu décrire le décor dans lequel d'abord la question de la prise en charge des adolescents et des jeunes adultes atteints de cancer s'est élaborée ces dernières années en France. Et puis ensuite, donc je passerai la main et la parole à Élise pour décrire évidemment la recherche qui s'est faite depuis l'ouverture de l'unité autour de la question du soin et de l'accompagnement de ces jeunes. Nous sommes, comme vous le savez, dans un système de soins qui est extrêmement polarisé entre la médecine pédiatrique et la médecine adulte, mais qui reconnaît de plus en plus la singularité de l'adolescent malade et la nécessité d'inventer, au-delà de ces 2 mondes adultes et pédiatriques, des modalités qui se veulent innovantes, d'accompagnement et de soins de ces patients qui ne sont plus des enfants et qui ne sont pas encore des adultes. Les enjeux de ces programmes de soins qui sont adaptés à l'adolescent et aux jeunes adultes, les AJA comme on les appelle, sont multiples. Et comme aucune pathologie ne finit ou ne débute à 18 ans, la question de la décision thérapeutique qui peut paraître triviale est une des problématiques majeures pour les cliniciens. Pendant longtemps, les pédiatres d'un côté, les médecins d'adultes de l'autre ont chacun développé, évalué et validé des stratégies qui sont parfois très différentes, mais qui sont également source d'une grande hétérogénéité de prise en charge dans cette tranche d'âge des 15-25 ans. Dans le domaine du cancer, je reviendrai sur ce point-là, sur notre expérience d'hématologue, de nombreuses études ont montré que cette hétérogénéité pouvait se traduire par la différence en termes de taux de guérison et de risque de séquelles au long cours, qui est l'autre problématique en cancérologie. Et qui pouvait justifier à elle seule donc, la réflexion autour d'une prise en charge spécifique. Au-delà de ces préoccupations cliniques, je pourrais même dire d'égo médical, les interactions entre la maladie, les traitements, les contraintes qui en découlent et les processus physiologiques en jeu à l'adolescence nécessitent bien entendu une attention qui est toute particulière. Les contraintes liées à la prise en charge, les hospitalisations répétées éloignent l'adolescent de ses pairs et perturbent ses projets de vie, ses relations sociales, amoureuses, sa scolarité, sa formation et ses premiers projets professionnels. La deuxième justification de ces programmes est donc de créer des conditions adéquates de soins et d'accompagnement psychosocial qui vont favoriser le bon déroulement de la prise en charge de la pathologie, et qu'elles surviennent de façon d'ailleurs plus ou moins brutale au moment de l'adolescence, ou qu'elles soient présentes depuis l'enfance, et qu'alors elles nécessitent un accompagnement adapté à travers cet âge charnière de la vie, et on parle alors, comme vous le savez, de programmes de transition. De nombreuses études ont montré que les adolescents ne se sentent pas vraiment à leur place à l'hôpital, dans les services de pédiatrie ou de médecine adulte, et les critiques principales concernent essentiellement le manque de respect de leur intimité, l'absence d'activités adaptées à leur classe d'âge, l'absence de lieux communs où ils pourraient se retrouver et échanger.
Il critique les ambiances des services de pédiatrie qu'il trouve trop enfantines et trouve celles des services d'adultes souvent froides et impersonnelles. Alors plusieurs modèles de programmes de prise en charge des AJA, des adolescents et des jeunes adultes, ont vu le jour à travers le monde, et les pays anglo-saxons nous ont probablement montré un peu la voie, notamment au Royaume-Uni. Le Teenage Cancer Trust est une charity qui collecte depuis la fin des années 90 des fonds pour créer des unités en cancérologie entièrement dédiées à la prise en charge de cette population de patients. Et en 15 ans, près d'une trentaine d'unités ont ainsi vu le jour sur l'ensemble du territoire. Ce qui est intéressant, c'est que donc, cette dynamique a été complètement épaulée par les autorités qui ont élaboré des recommandations concernant le parcours de soins de ces jeunes patients. En France, la problématique adolescents et jeunes adultes, elle aussi finalement, a été portée initialement par le monde associatif dès le début des années 2000, et elle a été relayée par l'Institut national du cancer à travers le plan cancer numéro 2 qui a soutenu à l'échelle du territoire l'émergence de 8 projets, une espèce d'incubateur sur la problématique AJA et cancer entre 2012 et 2015. Actuellement, donc, on est au plan cancer numéro 3, qui est en cours de déploiement et qui est finalement plus ambitieux et prévoit une structuration de la prise en charge des adolescents et des jeunes adultes à l'échelle nationale. Donc nous sommes donc en France un peu plus en retard par rapport au Royaume-Uni, on va dire au milieu du gué, et en espérant que notamment les contraintes financières fasse pas en sorte que ce mouvement se flétrisse. En tout cas, à Saint-Louis, l'unité d'hématologie pour adolescents et jeunes adultes a été ouverte il y a 5 ans, donc, dans cette dynamique, qu'un projet qui remonte au milieu des années 2000, et elle accueille donc les jeunes de 15 à 25 ans qui sont atteints entre autres donc de leucémie aiguë ou de lymphome et qui nécessitent des thérapeutiques parfois très prolongées, incluant des greffes de moelle osseuse. Ce type d'unité, donc il existe encore peu d'équivalents ou pas d'équivalents d'ailleurs dans le domaine de l'hématologie en France, a été créé à l'initiative de médecins hématologues pédiatres et adultes qui ont exprimé le besoin d'une réflexion spécifique autour des décisions thérapeutiques dans cette classe d'âge. En effet, dans les années 2000, nous avions montré que le retentissement du parcours de soins, comme je le disais tout à l'heure, de ces adolescents âgés de 15-20 ans, avait un impact sur leurs chances de guérison. Et dans une forme particulière de leucémie aiguë, les taux de guérison des adolescents qui étaient pris en charge en pédiatrie dans des protocoles thérapeutiques pédiatriques étaient en effet bien supérieurs à ceux des adolescents hospitalisés dans les services adultes. Alors, il y a eu plusieurs analyses de fait, et ces différences étaient en partie dues à des disparités dans les protocoles de chimiothérapie administrés, qui étaient plus intensifs dans les services de pédiatrie. De nombreuses études européennes et nord-américaines ont confirmé cette observation, en mettant à chaque fois en avant des différences en termes de contenu de protocoles thérapeutiques, un impact potentiel de différence de prise en charge globale des adolescents dans les services de pédiatrie et adultes a également été évoqué. Et lorsque nous avions publié une des premières observations au début des années 2000, l'éditorial qui préfaçait donc la publication de cette étude était rédigé par un pédiatre américain qui s'appelle Charles Schiffer et qui posait à l'époque de façon assez provocante la question du poids relatif d'une part de la chimiothérapie et du contexte de soins pour expliquer cette différence. Et sa question était de meilleurs traitements ou de meilleurs docteurs, en parlant des pédiatres. Donc d'illustrer cette question par le fait que les pédiatres ont la réputation d'administrer les traitements avec, comme il le disait dans son éditorial, une précision militaire et des convictions quasi religieuses, et de convoquer le patient à l'hôpital pour son traitement qu'il vente, qu'il neige, un 14 juillet ou le jour de son anniversaire. Bien que nous n'ayons finalement assez peu de données sur l'impact réel d'une telle orchestration des protocoles de soins, ces commentaires font clairement référence à une diversité des pratiques médicales entre médecine pédiatrique et adulte, mais également aux réelles difficultés d'adhésion thérapeutique que l'on peut rencontrer dans la prise en charge, au cours de la prise en charge de cette population adolescente. Si on ne peut réduire la problématique de l'adhésion thérapeutique à cette tranche d'âge frontière,
De nombreuses études montrent, notamment dans mon champ médical, assez clairement que, à la fois si on analyse l'expérience pédiatrique ou l'expérience adulte, les moins adhérents sont les adolescents dans l'expérience pédiatrique ou les jeunes adultes dans les expériences adultes. Et les raisons en sont bien évidemment multiples. On pourrait citer la stigmatisation réelle ou parfois anticipée de la part du patient du fait que la maladie, de la maladie et des traitements au sein du groupe des pairs, les difficultés à accepter les effets secondaires des traitements et notamment ceux qui touchent à l'apparence corporelle ou altèrent la vie sociale. Un attrait que l'on pourrait qualifier de quasi physiologique dans cette tranche d'âge pour la prise de risque ou le besoin de mener ses propres expériences, notamment par exemple quant au respect des règles d'hygiène ou d'une prescription médicamenteuse qui peut être ou considérée trop chargée. À l'ouverture de l'unité, l'amélioration de l'adhésion thérapeutique était donc une de nos préoccupations principales. Dans l'année qui a précédé cette ouverture, nous avons mené plusieurs groupes de travail, visité plusieurs structures dédiées à la prise en charge de l'adolescent, en cosérologie, puisque une unité existe pour les plus jeunes, pour les adolescents, à l'Institut Gustave Roussy depuis le début des années 2000, et à l'Institut Curie, où il y avait également un problème, où il y a un programme de prise en charge des adolescents et des jeunes adultes, et également en médecine à l'hôpital Kremlin-Bicêtre. L'originalité de l'unité de Saint-Louis par rapport à ces structures existantes était que l'hospitalisation des patients y était plus prolongée, de plusieurs jours à parfois plusieurs semaines, avec parfois nécessité de confinement, d'isolement en raison de déficits immunitaires ou parfois de portage de bactéries résistantes. Les conditions d'accueil, qui peuvent parfois être donc très liberticides dans le domaine de l'hématologie, ont été rediscutées. Par exemple, les horaires de visite ont été élargis pour permettre aux familles et aux amis de passer plus tôt ou plus tard en fonction des contraintes des uns et des autres. La visite des enfants en bas âge, qui vous le savez, est interdite dans bien des services. La visite de la fratrie, des propres enfants des patients est encouragée et autant que possible accompagnée sur le plan psychologique. Les conditions d'isolement ont été rediscutées avec les services d'hygiène pour ne pas être trop pesantes, et notamment les conditions de confinement en chambre dite stérile pour les greffes qui ont été allégées au moment de l'ouverture de l'unité, ce qui a permis d'ailleurs une nouvelle réflexion au sein des autres services concernés par ce type de patients à l'hôpital Saint-Louis. Il y avait dans le service pédiatrique qui occupait la place du service d'hématologie, je ne l'ai pas dit, mais le service pédiatrique qui était présent à Saint-Louis est parti pour fusionner avec celui de Robert Debré, ce qui a permis donc l'ouverture de ce service. Et donc dans le service de pédiatrie, il y avait des lits d'accompagnants qui ont été supprimés et remplacés par des couchages qui sont disponibles uniquement à la demande. La présence donc pendant la nuit d'un accompagnant n'est pas encouragée, mais elle est possible à toutes les étapes du traitement. Les désirs du patient à ce sujet sont recueillis en dehors de la présence des proches et l'accompagnant peut être l'un des deux parents, le ou la petite amie, un membre de la fratrie ou toute autre personne référente. Une pièce de vie commune a été créée pour permettre l'accès à des activités adaptées à cette tranche d'âge. Il s'agit d'un lieu de détente, de rencontre et d'échange bien évidemment. Les activités sont organisées par une éducatrice qui, par ailleurs, coordonne les interventions de multiples associations et d'institutions culturelles. La mise en place de soins de support adaptés permet de lutter contre les effets de l'hospitalisation et des traitements, notamment activités sportives, de socio-esthétique, massage, de réflexologie. Ces approches permettent à la fois de lutter contre la fatigue, la fonte musculaire, mais également contre les douleurs ou d'autres manifestations comme les nausées. Elle contribue à améliorer l'image corporelle, à limiter l'emprise psychique et physique de la maladie et des traitements. La possibilité de poursuivre la scolarité, un projet éducatif ou d'insertion professionnelle est bien évidemment rassurante dès le début d'ailleurs. C'est dès l'annonce du diagnostic et du plan thérapeutique qui diminue le sentiment de double peine qui est induit par ces projets thérapeutiques prolongés. En l'absence de représentation de l'éducation nationale réservée souvent aux hôpitaux pédiatriques, la scolarité est assurée par l'association L'école à l'hôpital qui réunit de nombreux enseignants bénévoles. L'accompagnement des jeunes en formation alternée est plus compliqué et n'a pas encore à ce jour trouvé de bonnes solutions.
Plus récemment, nous avons mis en place un programme de réinsertion sociale et donc les projets de retour vers le monde professionnel et les difficultés engendrées par le trou qui est créé dans le curriculum vitae par la maladie font l'objet d'un coaching individuel et collectif qui est proposé par une association qui s'appelle Juris Santé. La mise en place de ces organisations spécifiques a bien sûr soulevé bien des questions concernant leur articulation avec la délivrance du soin dans un environnement dont c'est la fonction principale. En concernant la pratique du soin elle-même, les visites préalables des autres équipes avaient soulevé plus de nouvelles questions et peut-être d'inquiétudes finalement qu'apporter des réponses sur la façon dont nous devions organiser la structure. Finalement, au cours des premiers mois du fonctionnement de l'unité, le contact avec les premiers patients nous a permis de rapidement préciser les enjeux auxquels nous devions répondre. Cette population de 15-25 ans est une population, comme vous le savez, qui est extrêmement hétérogène, fait de grands collégiens, de lycéens, de jeunes en formation professionnelle, en recherche d'emploi ou déjà bien intégrés dans le monde du travail. Certains sont inséparables de leur peluche, d'autres sont en couple ou récemment parents de leur premier enfant. Cette diversité d'ailleurs de profils pourrait faire discuter de la pertinence de ce type d'unité. Toutefois, les étapes du développement psychique à l'adolescence sont franchies à des rythmes qui sont éminemment variables. Le niveau d'indépendance et d'autonomie fluctue d'un patient à l'autre en fonction à la fois de l'environnement géographique ou de l'environnement familial dans lequel il se trouve, à l'hôpital ou à domicile, seul ou en présence des parents, mais également en fonction de la phase de la maladie et des traitements. Face à une population et des comportements aussi divers, une des difficultés quotidiennes de l'équipe est d'évaluer quel sera le niveau d'implication du patient, quel que soit son âge, dans sa surveillance à domicile, quelle sera sa capacité à rappeler en cas de fièvre ou d'autres signes d'alerte, quelle sera son aptitude à prendre les traitements sur une ordonnance qui, encore une fois, est souvent compliquée. La mise en place d'une coordination des soins, ce qu'on appelait une hotline, a permis de renforcer les actions d'éducation thérapeutique et d'améliorer le suivi des patients, de les accompagner dans leur parcours de soins, notamment en dehors de la structure. Le SMS, d'ailleurs, s'est avéré l'outil de communication privilégié. Je dis ça parce qu'on avait anticipé qu'il pouvait y avoir d'autres modalités de communication, notamment de téléconférence ou de visioconférence. Et en fait, finalement, tout ça est tombé à l'eau. C'est vraiment le SMS qui fonctionne le mieux dans cette tranche d'âge-là. La facilité à communiquer sur la maladie et les traitements est bien évidemment variable, notamment à la phase de sidération initiale lors de l'annonce diagnostique. Toutefois, ces jeunes patients sont en moyenne plus en quête d'explications sur la maladie et ses traitements que les enfants ou les patients plus âgés. Sans surprise, ils sont également plus en demande de justification permanente des décisions qui sont prises, notamment, bien évidemment, quand celles-ci sont contraignantes. Probablement habitués à comparer les réponses de plusieurs interlocuteurs dans la dynamique familiale, ils renouvellent volontiers à l'hôpital ces modalités de collecte multiple des informations. Évidemment, en cas de réponses divergentes, les interlocuteurs sont impitoyablement renvoyés à leurs contradictions. Afin d'éviter ces situations qui sont délicates, l'accent est donc mis sur le partage d'informations, quel que soit le corps de métier, avec comme écueil principal de notre organisation l'important turnover des équipes et la réduction du temps de transmission entre les équipes de jour et les équipes de nuit. Cette confrontation des discours, des explications est bien entendu une porte d'entrée vers ce qu'on appelle la négociation, qui peut être toute à la fois perçue comme une résistance au projet thérapeutique contraignant, mais également comme une forme d'empowerment. Cette problématique de la négociation est extrêmement sensible car elle peut être à la fois un bras de levier pour faciliter l'adhésion thérapeutique, mais également une source réelle de tension et de désorganisation à l'intérieur de l'équipe. Elle oppose par ailleurs ceux qui auront tenu bon pour appliquer la règle en vigueur à ceux qui y auront dérogé. Elle touche des domaines aussi différents que les règles alimentaires, les conditions d'hospitalisation, l'isolement pendant la greffe ou les droits de visite des amis. Savoir répondre collectivement à ce type de demande est donc un enjeu pour le bon fonctionnement et la cohésion de l'unité. Cette question de la négociation amène d'ailleurs à un deuxième niveau de difficulté qui concerne la juste distance entre soignants et soignés
exacerbée par la proximité d'âge entre les patients et la grande majorité de l'équipe soignante qui est jeune, mais aussi des internes ou des étudiants en médecine. Les sollicitations pour lier des liens d'amitié sont régulières et passent par une utilisation assez large du tutoiement ou par l'intermédiaire des réseaux sociaux. Ce glissement de la relation soignant-soigné vers une relation amicale est bien évidemment source de plusieurs dangers, exacerbé dans les situations de conflit ou de majoration des besoins en soins. Ce niveau de soins qui va évidemment varier en fonction de la vulnérabilité du patient est donc susceptible de s'accroître en fonction de l'état général du patient, de la présence de douleurs physiques ou dans un contexte d'accompagnement de fin de vie. Il peut s'agir d'une charge en prescription médicamenteuse, en soins du corps, en présence et en rassurement, qui laisse alors peu d'autres possibilités aux soignants que d'occuper qu'une position de faiseur de soins. La fin de vie d'un patient est toujours un moment difficile pour l'équipe, où le sentiment d'échec doit s'effacer en faveur d'une nouvelle dynamique, celle du respect des différentes temporalités qui tentent de coexister, et notamment celle du jeune patient, souvent en quête de nouveaux projets. Afin d'évaluer l'impact de ces modalités de prise en charge sur la population adolescents et jeunes adultes, nous avons rapidement, après l'ouverture de l'unité, travaillé en collaboration avec le Centre de recherche en psychanalyse, médecine et société de Paris 7, et plus particulièrement donc l'équipe de François Villa et Carl-Léo Schwering. Il est apparu au cours des discussions préalables au projet de recherche que notre intérêt se portait sur l'impact psychosocial à moyen et long terme de cette prise en charge adaptée dans cette classe d'âge. Nous souhaitions donc évaluer rétrospectivement des cohortes de patients qui avaient été traités avant l'ouverture de l'unité dans des unités d'adultes pédiatriques et la comparer à celles de patients traités dans une unité spécifique. Avant de débuter cette recherche tournée vers le patient, nous sommes dans un premier temps intéressés au point de vue des équipes soignantes de l'unité à travers un processus rétroactif de recherche-action. L'objectif de cette recherche, menée sur le terrain par deux doctorants, donc Sophie Fratkin et Élise Ricada, était une analyse des représentations des soignants, du besoin d'accompagnement psychosocial des jeunes patients et de leur rôle en tant qu'appartenant à une équipe pluridisciplinaire pour prévenir ou accompagner les difficultés psychosociales et les phénomènes de non-adhésion thérapeutique que l'on vient d'évoquer. La méthodologie retenue était qualitative, inductive, et la quasi-totalité de l'équipe s'est prêtée à des entretiens qui étaient non dirigés, une quarantaine en tout. La matière de ces entretiens a servi, vous le verrez, à l'élaboration de catégories couvrant les domaines des pratiques professionnelles, du vécu des soignants et des représentations du vécu des jeunes patients selon les soignants. Dans un deuxième temps, des entretiens de restitution de groupe ont été organisés avec les équipes de jour et également les équipes de nuit. Cette recherche a été une étape importante, je dois dire, dans le processus de maturation du fonctionnement de l'unité et se révèle bien sûr très éclairante quant aux analyses des études sur les patients qui sont actuellement en cours. Il me semble que ce type de processus et de recherche a toutes les caractéristiques d'une recherche que nous appelons translationnelle, dont le principe est de maintenir un aller-retour des connaissances entre une recherche cognitive et leur application au bénéfice des patients. Je me réjouis donc en tant que chercheur et clinicien de ce type de collaboration et je laisse la parole à Élise Ricada pour rentrer dans le vif du sujet. Je vous remercie. Bonjour à tous, donc merci de m'avoir invité à raconter cette expérience. Merci Nicolas d'avoir en quelque sorte planté le décor à la fois historique, médical et institutionnel de cette unité adolescents et jeunes adultes, avec la mise en perspective de la nécessité de services qui leur sont dédiés dans le domaine de l'oncologie et dont découle effectivement depuis le début des années 2000 un nombre croissant de publications et d'études. Alors l'idée là, avec tout ce qui s'est dit hier, en fait, c'était vraiment de partager avec vous la recherche telle qu'elle s'est fabriquée dans ce projet et de vous donner à voir et à entendre comment l'outil méthodologique utilisé, celui de la théorisation ancrée assortie d'une recherche-action, je vais revenir dessus, a permis de bâtir de manière empirique les différentes étapes d'un projet de recherche commun entre nos deux laboratoires, issus pourtant de champs disciplinaires aux cultures fort différentes. Effectivement, les modalités de production et d'évaluation scientifique de nos deux disciplines, médecine et psychanalyse, sont très différentes. Et c'est de l'ordre presque de l'évidence que de dire que la pensée clinique
du psychologue clinicien se heurte souvent aux normes habituelles de la pensée scientifique et à ses conceptions dominantes d'évaluation et de résultats. Si on en reste là, pourtant, nous pouvons au mieux produire des résultats parallèles et nourrir un échange interdisciplinaire mais forcément restreint, voire pauvre au niveau scientifique, du fait d'un langage commun qui fait souvent défaut. On a bien vu hier les différentes précautions évoquées par Elisa Venturini et Caroline Giacomoni qui ont bien rappelé leurs problématiques dans leur démarche. Et au pire, on pourrait renforcer les résistances qui verraient l'une ou l'autre des deux disciplines convaincues de détenir une certaine forme de vérité sur un objet de recherche donné, se privant alors, à mon sens, d'une fructueuse complémentarité. Mais alors, si on veut avancer ensemble, se dégagent plusieurs points de butée possibles. Comment, dans ces recherches, chacun peut-il garder sa place et sa spécificité pour garantir une authentique intersubjectivité et aboutir à cette interdisciplinarité tant recherchée parce qu'elle est sans doute riche et créative? Comment ne pas devenir les mêmes que ceux avec lesquels nous dialoguons? C'est, me semble-t-il, tout le problème de l'écartèlement épistémologique entre psychanalyse et exigence de la méthodologie scientifique, celui aussi de la visibilité de nos résultats aux yeux d'autres champs disciplinaires qui s'est posé à nous en entamant et conduisant cette recherche. Alors, comme vient de le rappeler Nicolas Boissel, la prise en charge des adolescents et des jeunes adultes atteints de cancer dépasse le plan strictement médical. Et il est très net que l'ensemble des récentes recherches font une place de plus en plus importante à la dimension appelée psychosociale dans la littérature. C'est dans ce contexte qu'un appel à projet a été lancé par l'INCa en 2012, pour lequel notre étude avait été retenue. Nous avions pour objectif, donc je le répète, de mieux comprendre les facteurs favorisant la poursuite du développement et de la construction identitaire chez les adolescents, vivant ou ayant vécu l'expérience du cancer. Ce projet comprenait 3 études complémentaires, l'une auprès de soignants, et 2 auprès de patients en rétrospectif et des patients suivis dans l'unité en temps réel durant les traitements aigus. En accord avec la thématique de ce colloque, je souhaiterais discuter ici la pertinence de la méthodologie déployée, mais seulement sur le volet soignant, qui est aujourd'hui le seul abouti. Le projet de recherche prévoyait que l'étude soit menée par des psychologues qui n'avaient pas de rôle clinique dans l'unité, celui-ci étant assuré par la psychologue du service, Cécile Perrier, en collaboration avec laquelle nous devions d'ailleurs mener les volets patients. La fonction de psychologue de recherche a donc déterminé la place que nous avons occupée durant toute cette étude dans le service. Certes, écouter et recueillir et puis restituer de manière synthétique et analytique, si possible, les représentations des soignants quant à leur rôle auprès des adolescents et jeunes adultes, mais donc sous-entendant qu'il n'y aurait pas de visée directement clinique ou thérapeutique à notre travail, ce qui s'impose de manière évidemment encore plus évidente concernant cette population. Cette distinction revient à faire apparaître immédiatement une forme d'antinomie qui existerait entre le statut de chercheur en psychologie clinique et celui de clinicien, comme on l'a beaucoup rappelé hier. Autrement dit, à relever une forme d'inconciliable entre un positionnement clinique, encore plus accentué si on se réclame du référentiel analytique, et les exigences d'une démarche scientifique. On voit bien dès lors comment revendiquer une méthodologie spécifique serait comme se mettre en concurrence avec la méthode analytique, comme en témoigne encore aujourd'hui de bien vives résistances au sein même de notre champ. Affirmer que l'on s'intéresse au fonctionnement de la vie psychique dans ses dimensions psychodynamiques rend presque infondé de tenter de rendre compte des modalités de recherche employées et des résultats objectivables que nous pouvons trouver à l'issue de ces recherches. Mais ces deux positions s'opposent-elles réellement ? C'est, me semble-t-il, parce que nous oublions trop souvent que la psychanalyse, à la fois comme processus thérapeutique et de recherche produisant une théorie, constitue en elle-même une méthodologie. Certes, nous devons être en mesure de répondre aux traditionnels doutes sur les conditions de validation et de production des résultats de nos recherches en psychologie clinique, mais c'est aussi et surtout aux critiques issues de l'intérieur même de notre discipline que l'analyse par la théorisation ancrée, assortie d'une recherche-action, peut, me semble-t-il, apporter quelques éléments de réponse. Alors, je voudrais montrer comment elle nous a permis non seulement de mener et de construire une recherche clinique s'approchant des modalités défendues par notre référentiel, tout en satisfaisant à nombre de conditions d'inscription de nos travaux dans différentes communautés scientifiques. Je voudrais aussi discuter ici de quelques points, pas tous, d'une méthodologie qui a l'air totalement exogène à la psychanalyse,
mais qui pourtant en partagent donc un certain nombre de points de contact forts et congruents. Et là apparaît en filigrane un second problème qui sous-tendra aussi ces propos, celui de savoir si nos recherches est antithérapeutique dans ces dispositifs. Autrement dit, est-ce à dire que de ces recherches, il n'y aurait pas de retombées cliniques? L'un des arguments que nous avancerons réside dans le fait qu'à toutes les étapes de la collecte de données et de leur analyse, les soignants ont été régulièrement impliqués, favorisant l'émergence de leur statut en tant que co-chercheurs. Cette co-construction, issue directement de la méthode employée, leur a permis de prendre la mesure de la spécificité et de la pertinence de leurs pratiques professionnelles individuelles, ce qui, en les référençant comme collectives par le biais de moments de restitution, a en fait constitué une base de réflexion précieuse faisant théorie pour eux. En d'autres termes, nous avons constamment avancé en affirmant l'idée que nous travaillons avec eux dans ces recherches et pas seulement sur eux. Je vais maintenant expliciter en fait les grandes étapes pour essayer de faire apparaître comment on a procédé concrètement et essayer de répondre à toutes ces interrogations. Alors au préalable, il faut déjà préciser comment à la réflexion, les 3 piliers théoriques de la théorisation ancrée me semblent comporter une garantie intrinsèque pour mener à bien le recueil de l'analyse des données en conservant la dimension subjective et individuelle des soignants, qui nous est chère dans notre discipline. Et dire d'entrée de jeu aussi que pour bien en saisir sa pertinence, qu'elle s'apparente davantage à un processus, cette démarche, qu'à un résultat. Processus qui œuvre dès les premières étapes de la construction du projet, des questions de recherche qui le sous-tendent, et qu'elle est ainsi le fruit d'une construction élaborée et validée simultanément par un va-et-vient constant entre la réalité observée et l'analyse en émergence. Premièrement donc, c'est une méthodologie qualitative, comme l'a dit Nicolas, s'opposant au procédé donc quantitatif, lequel, lui, repose sur l'idée que la pertinence des faits retenus résiderait dans la fréquence de leur apparition dans le matériel recueilli. La méthodologie ancrée est dite aussi inductive au sens où elle s'attache à faire émerger des données empiriques, des hypothèses auxquelles répondront des constructions théoriques. Elle se démarque sur ce point de la démarche hypothético-déductive, dont l'analyse des données vise, elle, à confirmer ou infirmer des hypothèses de départ, hypothèses élaborées souvent hors cadre du terrain de recherche. En d'autres mots, la dimension inductive implique que ce sont les concepts qui doivent s'ajuster aux données empiriques et non l'inverse. Au lieu donc de commencer par la construction d'une hypothèse dans un champ et un cadre théorique déjà fixés, pour ensuite venir appliquer ce modèle au phénomène étudié, le chercheur a démarré ici sa collecte de données sans a priori, dans la mesure du possible, pour ensuite y chercher ce qui faisait sens. Le chercheur doit donc se déprendre de ses préférences théoriques pour s'ouvrir à l'évidence empirique. Ceci implique donc un préalable qui n'est pas sans nous rappeler un point essentiel de la technique analytique, à savoir une forme de retrait de l'appareil théorique du chercheur, qui se traduit par un silence de toute modélisation ou toute catégorie conceptuelle préexistante et plus concrètement encore, par un silence du chercheur qui ne procède évidemment pas par questionnaire fermé, ni par entretien directif, mais par entretien libre avec éventuellement des relances à partir d'une phrase d'amorce identique à chaque début d'entretien. Ce silence athéorique, dans la mesure du possible de la part du chercheur clinicien, convoque un élément central de la théorie analytique en tant que condition nécessaire, mais pas toujours suffisante, pour laisser se déployer un espace où quelque chose d'inconnu puisse apparaître, mais dont ni le chercheur, à vrai dire, ni le soignant, sujet de cette étude, ne connaissait encore la forme à l'avance. C'est bien à condition de cette suspension qu'une élaboration commune a pu être possible, une construction de sens a pu émerger. Alors Freud mentionnait dans ses écrits sur la technique analytique que je cite, quand on s'intéresse à un cas, on ne s'intéresse plus à la recherche. On relève tout comme si par ailleurs rien n'avait été écrit. Enfin, lâcher la théorie pour le chercheur revient à lâcher des modélisations qui pourraient introduire des biais ou évidemment influer sur la position et les dires des sujets de la recherche. Tout comme d'une certaine manière, les analystes doivent aussi lâcher leurs représentations ou les visées diagnostiques ou thérapeutiques, dans un premier temps du moins. Cela revient à mon sens à faire bouger les lignes traditionnelles du tandem chercheur-sujet de la recherche, où les soignants ici
ne sont pas restés confinés dans une place d'objet de la recherche, mais sont devenus bien à une place de sujet que la prise en compte au sein même du processus de recherche de leur subjectivité s'est avéré un opérateur théorique fécond, pouvant laisser apparaître des éléments originaux, gage d'une recherche potentiellement innovante. C'est aussi, à mon sens, à ce moment précis de la modélisation et de la théorisation que l'on peut imaginer que la collaboration interdisciplinaire puisse être particulièrement pertinente. Autrement dit, que l'effort cognitif de suspension des théories de référence serait, à mon sens, un moment propice à la multidisciplinarité. Alors, concrètement, nous avons mené effectivement 36 entretiens individuels non directifs avec tous les soignants de l'unité qui le souhaitaient. L'échantillon se composait d'infirmières de nuit, d'infirmières de jour, kinésithérapeutes, un agent des services hospitaliers, un interne, un chef de clinique, 2 médecins, chefs de service, praticiens hospitaliers, une assistante sociale, une animatrice, 2 cadres de santé, une diététicienne, une secrétaire médicale, une infirmière coordinatrice, 2 aides-soignants. Tous ces entretiens ont été enregistrés et retranscrits verbatim et codés régulièrement et simultanément durant ce temps de recueil. Ce codage de premier niveau, issu de leur verbatim, est donc essentiellement phénoménologique et descriptif, et il s'est opéré par la création de catégories non interprétatives du matériel. Pour accroître sa validité, nous avons procédé avec Sophie Fradkin sur les premiers entretiens à un codage croisé, et ce jusqu'à atteindre un taux de concordance satisfaisant entre nous sur les thématiques retenues et leur définition. Une grille thématique s'est donc dessinée progressivement, évoluant tout au long de ce temps de collecte, dans un va-et-vient constant entre les données recueillies et la modélisation théorique. Elle a été validée de surcroît par nos directeurs de recherche, Karl Leo Schwering et Isabelle Ojoula, qui étaient, eux, plus à distance du terrain. 3 catégories principales ont donc finalement émergé de tous ces entretiens, se subdivisant en 18 puis 55 sous-catégories thématiques, structurant en 3 niveaux d'interprétation le matériel recueilli en fonction des objectifs de recherche liminaires. Ces catégories résultaient à la fois de la volonté de rester au plus près des propos des soignants, tout en organisant le matériel recueilli en tenant compte évidemment des objectifs premiers de la recherche, ce qui continuait d'apparaître au gré des entretiens ultérieurs et modifiait constamment nos questions de recherche. Alors, pour entrer un peu dans le contenu de ces catégories, le premier objectif de notre recherche visait à répondre aux besoins d'un meilleur accompagnement des jeunes. Les propos des soignants correspondant à ce premier objectif ont été regroupés sous la thématique intitulée « Vécu des jeunes selon les soignants », c'est-à-dire ce que chaque professionnel perçoit du vécu des jeunes pris en charge dans l'unité AJA. Et là sont apparus des résultats intéressants, comme par exemple le fait que les soignants fassaient constamment appel à leur propre représentation de ce qu'est un adolescent, voire de l'adolescent qu'il avait été lui-même, engageant d'entrée de jeu une dimension profondément subjective dans leur abord de ces patients. Le deuxième objectif visait à mieux définir là où les représentations de leur rôle dans une équipe pluridisciplinaire pour prévenir ou accompagner les difficultés d'ordre psychosocial. 2 catégories y répondent, que nous avons appelées l'une pratique professionnelle, ce qui désigne ce que chacun des soignants pouvait décrire de sa pratique concrète et quotidienne auprès des patients de l'AJA. Et là est donc apparu aussi très clairement, par exemple, entre autres, comment les soignants, en délivrant des soins concrets et techniques, s'adressent non seulement au corps malade, au corps organique, mais aussi, et ce qui est quand même beaucoup plus rare et beaucoup moins dit à l'hôpital, qu'ils s'adressaient au corps des adolescents investis de séduction, de plaisir et parfois de toutes ces logiques qui peuvent dessiner ce que nous, les analystes, appelons le corps érogène. Et enfin, une 3e catégorie est apparue, qu'on a appelée « vécu des soignants » et qui renvoie à ce que chaque soignant évoquait de ses propres mouvements subjectifs, psychiques et émotionnels au contact des patients de l'AJA et dans leur prise en charge. On voit comment exploiter dans ce matériel des éléments d'ordre psychodynamique et intrapsychique. L'élaboration et la définition de ces catégories s'appuient sur le 3e pilier théorique de la méthodologie ancrée, qui me semble particulièrement pertinent pour le chercheur en psychologie clinique, qu'est la dimension itérative.
C'est ce qui permet de la distinguer de l'analyse de contenu, d'ordinaire effectuée par voie du comptage des différentes occurrences recueillies dans l'ensemble de matériel. Le procédé itératif, lui, permet de sortir de cette logique et se situe presque à l'inverse, ce qui veut dire que les catégories permettant la théorisation et son évolution ne sont ni prévues d'avance, ni liées au nombre de fois qu'un mot ou qu'une proposition apparaissent dans les données. C'est ce qui explique qu'elle ne se situe pas alors dans la logique de l'application d'une grille thématique préconçue, encore moins d'un questionnaire. Dans ce dispositif, il est donc absolument possible de désigner comme l'élément central et organisateur de la théorie un seul élément qui apparaîtrait dans le discours d'un seul sujet de la recherche, nous permettant ainsi d'éclairer et d'organiser tout le reste du matériel. Je me souviens d'un soignant qui s'était exclamé durant un entretien, après avoir pourtant relevé l'extraordinaire degré de technicité de ce service et des soins, « Notre technique, c'est la relation », ce qui nous a permis de réfléchir et de théoriser l'importance de la dimension relationnelle et intersubjective dans la relation de soins, comme soutenant des éléments essentiels du processus pubertaire qui se poursuit même dans le contexte de la maladie. Cette dimension s'est donc distinguée comme cruciale quant à l'accompagnement psychosocial que les soignants assuraient au quotidien auprès de ces jeunes patients durant les traitements aigus et tout ce qu'ils induisent. C'est à cet endroit de l'élément unique mais crucial que l'on peut trouver des arguments pour répondre à ce point de la butée problématique concernant le passage du cas singulier à la dimension populationnelle auquel se heurtent nombre de chercheurs. On y entrevoit peut-être comment on pourrait passer des rencontres singulières à des études plus collectives qui n'abandonnent pas la singularité, mais qui permettent de vérifier que l'hypothèse de l'extension de ce qui a été trouvé dans un entretien peut être validée. Le troisième point que je voudrais souligner pour montrer la pertinence de cette méthodologie avec les exigences à la fois d'un cadre de recherche et de notre cadre théorique, c'est la dimension processuelle de ce procédé qu'a généré le processus participatif nommé recherche-action, visant à impliquer activement l'équipe de soins, tout à la fois comme sujet, mais bien évidemment comme acteur de l'analyse et de l'élaboration de ces résultats. Les trois étapes suivantes que je vais décrire ont contribué de manière très aiguë à organiser, interpréter, mais surtout à faire office de validation de la recherche et des résultats dégagés auprès de la population étudiée elle-même. Et là réside son originalité, me semble-t-il. La première étape a consisté en une synthèse individuelle remise à chacun des soignants sous forme écrite, consignant les propos résumés de son entretien individuel, organisé autour des trois catégories centrales évoquées précédemment. Le soignant était invité durant cette restitution à reprendre, développer ou préciser ses propos et poser les questions qu'elle était susceptible d'éveiller de nouveau. Puis nous avons organisé 2 séances de restitution collective avec l'ensemble de l'équipe, scindée en 2 pour des raisons de fonctionnement de service. Ces restitutions avaient pour but de reprendre la méthodologie et les premiers résultats de la recherche et d'ouvrir une discussion avec l'équipe pour en prolonger et enrichir les axes. Ces discussions ont également été enregistrées mais non retranscrites. À l'issue de ces 3 restitutions, et en accord avec les soignants, nous avons poursuivi l'approfondissement et la co-construction par un dispositif de focus group. 3 thèmes parmi les 55 ont été choisis par les soignants, et chacun de ces thèmes a fait l'objet d'une rencontre avec l'ensemble de l'équipe sous forme de petits groupes, soit 7 séances de travail réalisées, également toutes enregistrées et retranscrites. De tous ces temps de restitution se dégagent plusieurs points féconds pour nous, chercheurs cliniciens. L'occasion tout d'abord de mettre le matériel à l'épreuve dans une dimension collective, donc je le disais tout à l'heure, et tenter d'en dégager la dimension heuristique, là encore avec l'idée que les soignants, en tant que participants à double titre de la recherche, puissent compléter leurs propos, et plus seulement dans un moment d'émergence. Ces restitutions ont donc constitué une sorte d'après-coup, ce qui n'est pas forcément essentiel pour une démarche de chercheur, mais qui l'est probablement beaucoup plus pour notre démarche de chercheur clinicien. Ce fut un moment où les soignants ont saisi collectivement que leurs propos dans les entretiens dépassaient largement un simple niveau de description, en se situant plutôt dans un niveau de perception, mais déjà d'analyse de leur propre pratique individuelle ou entre eux. C'est donc le détail, la singularité, qui peut être l'occasion de saisir un mécanisme que l'habitude nous cache
et de l'élever à un niveau de théorisation en le mettant à l'épreuve d'une validation éthique et collective. Le partage de ces résultats intermédiaires montrait qu'au travers de leur discours, les soignants laissaient apparaître déjà le degré de complexité, une conscience déjà très détaillée et fine du problème observé. Problématisation bien plus fouillée par eux-mêmes que si on avait d'ailleurs donné un protocole d'approche que nous aurions construit auparavant. Enfin, est apparu le désir de l'équipe d'approfondir avec les chercheurs certaines thématiques et de poursuivre leur participation active à la recherche, signant peut-être ce moment où le sujet, objet de la recherche, devient pleinement sujet, et donc c'est mon hypothèse, pourra d'autant mieux s'approprier la démarche et donc ses résultats potentiels. Car les soignants ont réalisé à ce moment que ce qui leur semblait totalement banal et ordinaire dans leur manière de faire au quotidien avec les AJA apparaissait en réalité comme crucial. En d'autres termes, les restitutions permettent un temps fécond de subjectivité dans la co-construction, et l'on pourrait dire que les soignants ont pris la mesure qu'ils savent, mais qu'ils ont l'impression de ne pas savoir ce qu'ils savent. Ces moments de restitution me paraissent très proches encore d'un opérateur théorique de la psychanalyse, qui est celui de l'interprétation. Freud se demandait dans son texte « Construction dans l'analyse » ce qui fait qu'une interprétation est juste ou pas. Elle l'est, écrivait-il, si la parole s'ouvre un peu plus, pas forcément avec l'accueil sous forme d'un oui ou d'un non, mais lorsqu'elle se redéploie à nouveau et qu'elle laisse la place à un matériel neuf ou repris autrement, une forme de relance du processus associatif en quelque sorte. Ce dispositif des restitutions apparaît en ce sens très proche de la psychanalyse. Fort de tout cela et pour conclure, on pourrait dire que les résultats de cette recherche traduisent bien des propos issus de l'intérieur de l'hôpital, contribuant ainsi véritablement à permettre de mener une recherche clinique se préoccupant du singulier et des processus intrapsychiques et psychodynamiques, alors même qu'elle n'utilise pas la méthodologie du cas unique. Et qu'en ce sens, les questions construites et modélisées sur le terrain amènent certes à des constructions théoriques, mais peuvent aussi bien faire retour dans une pratique clinique du fait de cette dimension participative et processuelle. Je dirais donc que c'est l'ensemble du processus, induit et circonscrit par la méthodologie, qui ferait déjà en lui-même office de résultat. Élément là encore, non sans rappeler notre référentiel d'origine. Je vous remercie. Merci beaucoup Nicolas Boissel et Élise Ricada pour votre communication. J'ajoute un petit élément que j'ai oublié tout à l'heure, qui est qu'en effet un nom a été cité, celui de Sophie Fradkin, qui aurait dû faire partie qui aurait dû faire sa communication également, mais pour des raisons de santé, elle n'a pas pu être parmi nous aujourd'hui, ni dans le programme d'ailleurs, nous savions ça déjà depuis quelque temps. C'est le moment de discuter cette double communication, et je vais donc d'abord proposer la parole à Catherine Desprats-Péquignot. Je t'en prie Catherine, pour une dizaine de minutes environ. Et puis, je disais pour une dizaine de minutes environ, et puis on aura magnifiquement le temps de discuter avec la salle aussi. Je prends connaissance en même temps que vous de ce qui a été énoncé, donc je vais être plutôt en pure réaction à un entendu pour lequel je n'ai strictement pris aucune distance, donc je n'ai pas pu me protéger, si on peut dire. Peut-être déjà je vais reprendre à partir des éléments comme ça, à partir de ce que disait Nicolas Boissel, qui m'ont intrigué ou arrêté, par exemple autour de l'accent porté peut-être de différentes manières à plusieurs reprises, autour de cette question de la création de services spécifiques pour adolescents, finalement cette espèce là de réalisation d'une tension ou d'un écart ou d'une forme d'incompatibilité entre ce qui serait les services pédiatriques, qui vont, je crois, jusqu'à 16 ans, puisque c'est à partir de 16 ans, en principe, que des adolescents vont se retrouver éventuellement à l'hôpital général, dans d'autres services. Donc là, quelque chose qui, ni enfant ni adulte, comme si dans la logique soignante, dans l'appréhension qu'on peut avoir finalement relativement encore récemment, on prenait en compte dans les logiques de soins, disons, du fait qu'on avait là finalement une population qui s'est quand même dessinée
sur un mode spécifique relativement récemment, et à partir du champ notamment de la psychanalyse. Donc quelque chose là qui me semble intéressant, et en même temps avec un découpage d'âge, qui après tout, je me dis, mais quelle année la logique ? 15 ans, 25 ans. 15 ans, on est déjà, en tout cas sur le plan physiologique, performant sur le plan de ses capacités sexuelles, justement. Ça a été évoqué tout à l'heure, justement, la séduction que peuvent éprouver les soignants par rapport à ces corps en difficulté, mais à ces corps jeunes, et souvent ces adolescents séduisants. Et notamment quand ils sont dans les services hospitaliers où quand même il y a une population féminine non négligeable, se retrouver face à un jeune adulte ou un adolescent fringant ne laisse pas indifférent, et c'est souvent très compliqué de se débrouiller avec ça pour les soignantes, justement. Voilà, donc je me posais ce type de questions autour de, enfin dans cette tension aussi, dans ce lien avec ce que disait Élise. Parce que là, effectivement, il y a quelque chose d'une approche aussi qui dans cette, me semble-t-il, dans cette approche elle-même de vouloir créer quelque chose de spécifique par rapport à ce type-là de population, disons ça comme ça, c'est déjà une prise en compte, justement, dans le lieu même de l'hôpital, d'un champ de désir différent. Ce qui n'était pas il y a 30 ans ou 40 ans. Moi, je me souviens d'il y a 30 ans ou 40 ans, quand j'ai commencé à travailler à l'hôpital général, on était devant de toutes autres conditions que celles qui se sont dessinées depuis un certain temps. Tout à l'heure, vous rappeliez qu'il y a des adolescents qui sont avec des doudous. Encore, c'est dommage qu'on ne pense pas aux doudous pour certains adultes hospitalisés. Je pense que ça les aiderait beaucoup, si on pouvait aussi y penser et éventuellement les tolérer. Mais les doudous, c'est une conquête, qu'ils soient tolérés à l'hôpital. Il y a maintenant des hospitalisations d'enfants où les parents, ils sont renvoyés à la maison s'ils ont oublié d'amener le doudou. Il y a une époque, on ne peut pas aller à l'hôpital avec son doudou. On y rentrait tout nu. On risque effectivement d'être soigné dans des bonnes conditions d'hygiène, mais du coup de mourir effectivement dans la perfection et non infecté de quoi que ce soit. Et qu'effectivement, c'est cette part-là qui, de plus en plus, me semble-t-il, est prise en compte à l'hôpital, dans ce qu'on appelle maintenant prise en charge globale ou psychosociale, etc. C'est le fait qu'on n'est pas que des corps. C'est que ces corps, ils sont sexués, ils sont textués, si on peut dire, par l'entour du berceau, par ce qui nous entoure, par nos relations sociales, par ce qui nous fait vivre. Et que l'hôpital, effectivement, de plus en plus prend compte de ne pas être qu'un lieu de soins, pas qu'un lieu des corps, où on laisse les sujets dehors, parce que l'humanisation des hôpitaux, au début, ça a été de mettre des plantes vertes dans les halls d'accueil, mais du côté de la relation à des corps qui sont habités par des sujets, c'était pas encore franchement ça. Donc, prendre en compte, me semble-t-il, le fait que l'hôpital, certes, c'est un lieu de soins, mais il n'est pas seulement éventuellement transitoire, court, comme on voudrait souvent le croire, mais aussi un lieu de vie, et notamment pour ces adolescents. Il me semble qu'il y a quelque chose là qui, autour de ça. Et avec, effectivement, pour revenir à ce que vous disiez, là, que Élise reprend aussi, effectivement, ce glissement éventuellement de la relation soignant-soigné vers une relation amicale, c'est extrêmement compliqué, surtout avec des adolescents avec qui le tutoiement, et en plus dans le monde contemporain on se tutoie très facilement, qui n'aide pas finalement à pouvoir préserver finalement une certaine distance, non pas une distance au sens froide, mais pour essayer de maintenir quelque chose qui fait qu'on ne va pas être dans la fusion, dans la confusion et dans le risque de rejet du coup. Parce que c'est souvent ça le danger. C'est-à-dire que quand on est dans cette espèce de confusion ou de tentative, c'est tout le jeu, toute la question du don, du contre-don, de la reconnaissance, et du risque si l'adolescent ou l'adulte, etc., n'est pas reconnaissant, que du coup on le rejette. J'en viens plus particulièrement à ce que disait Élise sur
ce projet de recherche où qu'elle entame, dans ce qu'elle a son propos, comment chacun gardait sa place, hein, comment le médecin ou le soignant ou le psychologue clinicien qui est dans ces lieux, comment chacun gardait sa place, hein, ne pas... ce qui est effectivement assez compliqué finalement, hein, notamment dans un projet de recherche, hein, de cet ordre. Ce qui a conduit finalement aussi à parler de... Alors là, pour moi, c'est un point je dois dire, d'ambiguïté, si ce n'est de discussion, hein, du côté du psychologue clinicien orienté par la psychanalyse, voire lui-même psychanalyste, hein, d'être dans cet écart, quoi qu'il a été discuté effectivement, ou dans cette opposition entre projet de recherche, projet thérapeutique, hein, ou comme on pourrait dire aussi écoute de recherche, écoute thérapeutique, on entend ça aussi, hein. Alors que de mon point de vue, le psychologue clinicien psychanalyste, enfin pas seulement orienté par la psychanalyse au plan conceptuel, hein, puisque ça peut être le fait de toute discipline, hein, de se référer au concept, mais qui travaille, hein, dans la psychanalyse, c'est-à-dire avec sa méthode, il n'y a pas d'écart. Dans le propos que disait Élise, à la fois, il me semble qu'on voit combien effectivement dans la recherche qui a été mise en place, pour autant que j'en ai saisi toute la complexité finalement, hein, il me semble qu'on voit bien comment là il y a une approche finalement qui reste justement dans une lecture, hein, mais sans comprendre d'emblée, sans juger d'emblée, enfin, hein, qui laisse venir du matériau d'une certaine manière, à partir en même temps, hein, de quelque chose qui est relativement cerné dans ce qui est visé comme pour tenter de recueillir un certain nombre de choses, mais quelque chose qui reste en même temps, hein, c'est pas seulement un retrait cognitif, c'est une position de chercheur. Voilà, c'est comme ça que je l'entends, hein. Et que de cette position de chercheur, comme elle disait, je crois, à la fin de son propos, hein, dans ce va-et-vient qui se fait justement, effectivement, du coup, entre recherche, chercheur et soignant, puisque celui-ci mis non pas en position d'objet, hein, mais justement de sujet de sa parole, hein, dans cette position-là, hein, et que c'est dans la démarche elle-même, hein, que se joue finalement ce qui va être à la fois le gain de recherche, le résultat, ce qui va être le gain de recherche, hein, et le gain scientifique, comme disait Freud, et le gain thérapeutique. Freud, il est très clair sur ces questions, justement, lui-même s'interrogeant, hein, sur la méthode psychanalytique dans sa dimension heuristique, hein. La psychanalyse, c'est à la fois un corpus doctrinal, c'est un processus thérapeutique, hein, mais c'est une méthode, et c'est d'abord une méthode pour Freud. Hein, c'est une méthode d'investigation, à partir de laquelle, justement, hein, on pourra obtenir des résultats thérapeutiques quand elle s'applique à un sujet qui parle et qui entend, hein, mais qui est une méthode qui peut être... qui ne se joue pas forcément que dans une cure analytique, hein, comme telle. Quand Freud il s'occupe du petit Hans, le petit Hans, il ne l'a pas en cure analytique, c'est par l'intermédiaire de son père, hein. Et justement, quand Freud dit de son père à Hans, il n'est pas bien placé, le père de Hans, justement, pour s'occuper d'une recherche concernant son fils, en quelque sorte, hein, puisque le père de Hans, il est trop affecté, il est trop pris, hein, dans ce qui arrive à son fils, hein. C'était une époque où Freud et ses disciples, hein, ils faisaient des observations d'enfants, justement, hein, ils essayaient de recueillir un matériel, hein, sur les enfants, hein. Et Freud, il dit non, le père de Hans, ça va pas. Il est trop pris, il est trop inquiet, il est trop affecté. Vous voyez, bon, il faut laisser venir le matériau, ne pas chercher à juger, ne pas chercher à comprendre, ne pas chercher à traiter tout de suite, parce que c'est là qu'on risque d'aller dans le mur, finalement, hein. Il faut ce temps là de différer un peu, hein, et différer donc le temps pour comprendre, c'est-à-dire aussi le temps éventuellement du gain, hein, c'est-à-dire le temps du gain scientifique, c'est-à-dire qui pour Freud va être la publication, qui va aboutir à la publication du cas de Hans, après le recueil d'un ensemble de données, hein.
et quelque chose du gain thérapeutique qui va se jouer pour Hans dans cette procédure même que Freud met en place, puisqu'elle s'interroge à propos de Hans, est-ce que les conditions sont requises pour qu'on puisse appliquer la méthode psychanalytique? Et il répond oui dans le cas de Hans. Et pourtant, on n'est pas dans le cadre d'une cure. Et il me semble que là, dans cette recherche, il y a quelque chose de cet ordre qui est tenu. C'est toujours compliqué, jusqu'à quel point la méthode psychanalytique peut-elle être engagée, mais il y a quelque chose qui est tenu et dont on peut penser qu'effectivement le type de gain qui en est obtenu est à la fois thérapeutique, notamment probablement pour les soignants. C'est pas ce qui est visé que de soigner les soignants, mais il y a quelque chose, je pense, qui les aide justement à s'approprier quelque chose de leur propre position, de leur propre impact justement de soignants, mais aussi un gain justement scientifique, un gain de recherche, auquel du coup eux-mêmes collaborent d'un certain point de vue. Merci Catherine. Moi je me demandais si Élise et Nicolas souhaitaient réagir dès maintenant ou si ils préféreraient, à vous de choisir, qu'on ouvre déjà la discussion du côté de la salle, de sorte qu'éventuellement les propos de Catherine rebondissent, permettre d'être pris et vous donneront l'occasion de réagir. Pour rebondir sur cette question de l'analogie, entre technique psychanalytique et théorie ancrée et ce que ça permet, j'avais quelques questions sur la manière dont vous avez introduit ou présenté la recherche justement aux soignants. Comment est-ce que ça s'est produit et que ça a permis cette co-construction dont vous parliez? Et une deuxième question qui concerne la distinction entre la dimension individuelle et la dimension groupale ou institutionnelle, y compris d'ailleurs dans ce que vous appelez peut-être des retours, des interprétations ensuite de ce que vous aviez fait. Est-ce que c'est une équipe, par exemple, pour laquelle des groupes d'analyse des pratiques existaient déjà voilà. Bien sûr, je n'ai pas eu le temps de tout dire, mais évidemment que ce projet et cette démarche ont été introduites et expliquées, et sans cesse d'ailleurs, réintroduites et réexpliquées, j'allais dire, mais que ça s'est fait à différents temps et différents niveaux. J'en ai pas du tout parlé, mais le premier temps, ça a été un temps entre les porteurs de la recherche, qui étaient les deux labos, représentés par Carl Léo, Isabelle Ojoula, Nicolas Boissel, et qu'au fond, il y avait une idée d'un engagement d'ores et déjà commun, c'est-à-dire que c'était de mettre en œuvre des forces communes et d'une pensée commune pour laisser se déployer au moins la recherche. Donc, quand on est arrivé, nous, en tant que chercheurs sur le terrain, la recherche et le projet avaient été énoncés, la démarche, même si pas dans les détails, avait été énoncée. Il avait été dit aux soignants que c'était l'occasion pour eux de dire et de participer activement, etc. Mais il n'empêche que nous, on l'a refait. Moi, je me souviens très bien qu'à chaque entretien, j'ai rappelé ce que je vous ai dit tout à l'heure, qui me semblait extrêmement important, c'était de leur dire qu'on travaillait avec eux pour construire des choses et penser des choses, et pas sur eux. C'est-à-dire vraiment dans un souci déjà de désamorcer beaucoup parfois des attitudes de se sentir, comme ce que disait hier Jean Michon, souris, la souris comme une souris de laboratoire. Et puis aussi pour créer cet espace commun, en fait, où je crois qu'on avait la volonté de leur dire nous, on ne savait rien, en fait. Et justement, que le but du jeu aussi pour nous, c'était de ne rien en savoir. Alors, ce qui est toujours très compliqué, parce qu'on en a parlé 1000 fois, comment on peut arriver en se départissant totalement de ce qu'on sait, etc. Voilà, je dirais qu'après, hors terrain, ce qui a été, par exemple, pour moi très instructif, c'était au moment où on a codé les premiers entretiens, ça a été d'une difficulté inouïe, parce que c'est justement là où, évidemment, on fait le retour du refoulé, c'est-à-dire que toutes nos théories, toutes nos façons de penser, toute notre manière d'interpréter le matériel, comme on adore ça, est revenue en force, et que du coup, le codage à deux et le contrôle surmoïque terrible de nos directeurs de recherche, qui nous ont absolument interdit d'interpréter, en fait, et d'essayer de rester au plus près de ce que disaient les soignants, sans partir justement dans une interprétation où d'ores et déjà des cadres théoriques apparaissaient, ou des cadres de notre référence d'origine. Ça a été extrêmement difficile. Et je crois que ça a été le gage de ce qui a cadré les entretiens suivants, parce que justement, quand on a construit nos qui donc on à tout prix essayé de ne pas être interprétatif et pas psychanalytique,
du coup, quand on les remettait sur le terrain avec les relances dans les entretiens suivants, d'une certaine manière, elles ouvraient des champs ou d'autres formes de développement de catégories qui n'étaient pas forcément référencées à la psychanalyse. C'est là où ça me semble intéressant, où la démarche pluridisciplinaire peut être vraiment saisissante aussi, parce que ça veut dire que des chercheurs de différentes disciplines peuvent utiliser ce matériel. Et que c'est après, dans la construction et la pensée de la théorisation et du modèle, que c'est possible d'en faire quelque chose en fonction de nos références d'origine. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais et oui, et sur, il y avait la question de la population et des pratiques. Donc je pense qu'aussi un des intérêts on va dire, du terrain de la recherche, c'est que on est face, comme je l'ai dit tout à l'heure, à une problématique qui est nouvelle, une structure qui est jeune, et effectivement dans laquelle on n'avait pas encore mis en place, et toujours pas d'ailleurs, de groupe d'analyse des pratiques. Et je pense que ça nous semblait aussi important, on en avait discuté initialement, c'est-à-dire qu'en fait l'absence d'observation ou de réflexion, si ce n'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, de celle des groupes de travail qui avaient préparé, mais de façon peut-être un petit peu plus technique, l'ouverture de l'unité. L'absence de réflexion préalable faisait qu'on était effectivement sur un terrain vierge qui n'avait pas été observé et qui permet d'autant plus, je pense, ce type de travail et d'élaboration. Je suis le clinicien, je ne suis pas le technicien de cette recherche, mais en tout cas, ça avait été discuté initialement. Donc, ça nous semblait aussi important, justement, de partir de ce point de vue des soignants avant de s'attaquer à la problématique patients, que c'était une bonne chronologie, parce que bien évidemment en partant des patients, on allait communiquer sur la recherche patient et donc biaiser éventuellement cette recherche sur les soignants. Je veux juste rajouter une toute petite chose, parce que Élise l'a évoqué rapidement en passant, c'est qu'effectivement tous les entretiens, du moins au départ, ont été codés séparément. Donc il y avait 2 chercheurs qui les codaient, ce qui permet aussi quand même une certaine forme d'objectivité, au sens de pouvoir réaliser à quel point, du moins l'écart qui peut exister entre certains choix qui sont faits. Et puis la deuxième chose que je voulais juste dire en vitesse, c'est cette idée qu'en effet, ce qui permettait de coder, c'était les propos mêmes des patients pour la recherche patient et des soignants pour la recherche soignant, c'est-à-dire et que là il n'y a pas de confusion de langue possible dans un premier niveau, et que la pluri et de facto interdisciplinarité, c'est là qu'elle est la plus forte, parce que le matériau lui-même, c'est les propos des soignants, ce qu'ils disent, et qu'il n'y a pas lieu du coup d'avoir une sorte de priorité dans le vocabulaire qui va venir étiqueter les phénomènes cliniques qui apparaissent. Voilà. Je dis ça parce que c'est un élément qu'on va peut-être encore reprendre, puisque un des objectifs quand même de ce colloque, c'est aussi de se demander, mais à quel moment, comment se concrétise cette interdisciplinarité, Quand est-ce qu'on est dans la confusion de langue, comme on disait hier, et puis quand est-ce qu'on n'y est pas? Parce qu'on a à certains moments des objets communs, véritablement. Et puis à d'autres, pas du tout, bien sûr. Dans la pratique clinique du psychologue ou du médecin hématologue, les objets sont différents, il n'y a pas de doute. Donc, juste pour répondre aussi à la dimension entre singularité et population, et du coup je répondrai en même temps à Catherine, mais c'est à mon sens, c'est justement ça le gain scientifique dont parlait Catherine tout à l'heure, c'est que je pense que, comme je l'expliquais, en fait, parfois, c'est un seul élément dit par une seule personne, un seul individu de la quarantaine d'entretiens qui fait surgir, en fait, une dimension organisatrice du propos et en plus qu'on va aller valider ou vérifier cet élément, sa pertinence, dans un moment collectif et donc éthique des pratiques référencées des soignants, quoi. Et ça, c'est très intéressant. Moi, j'ai beaucoup appris parce que en fait, c'était la surprise. Moi, je pensais que ce qu'on rapportait aux soignants de premier niveau très descriptif de ce qu'ils nous avaient tout simplement donné, qu'on organisait, je me suis rendu compte au moment de ces restitutions que ça faisait théorie pour eux. Et du coup, qu'on pouvait, nous, à partir de ce qui faisait théorie pour eux, construire quelque chose d'un discours
disciplinaire sur ce qui faisait théorie pour eux. Mais que c'était pas du tout à l'inverse que ça s'était construit. Et que du coup, c'est là où je rejoindrais ce que disait Catherine, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dimension thérapeutique ou de visée, enfin thérapeutique évidemment non avec les soignants, mais je veux dire de visée d'application clinique directe, mais c'est dans cet écart qu'on peut quand même le trouver, c'est-à-dire que c'est dans, et à mon avis on peut le trouver parce que ça passe par la dimension collective. Voilà. Si on était dans une relation duel avec nos cadres en disant bah oui c'est ça qu'il faut faire ou oui validons ça ensemble, je pense que ça n'aurait pas du tout la même portée. Enfin il me semble. On pourrait peut-être dire thérapeutique au sens large du mot, bien sûr. Oui. Oui. Bonjour, je suis Alice Polomeni, je travaille en hématologie depuis très longtemps, depuis 18 ans. Et donc, en effet, tous les débats autour de la constitution des AJA, etc., c'est quelque chose, en effet, sur le plan clinique, je trouve très précieux. Mais là, ma question, c'était autour de la question des enjeux transférentiels et contre-transférentiels concernant la place du chercheur. Vous venez comme deux chercheurs psychologues ou psychologues chercheurs dans une unité où il y a des psychologues cliniciennes qui exercent. J'ai des souvenirs curieux. Moi, j'ai une double formation. J'ai une formation de sociologue et de psychologue. Il y a très longtemps, j'avais mené une enquête pour l'Agence nationale de recherche sur le sida. Et j'étais à des moments très prise dans des équipes où je venais interviewer des soignants autour d'une parole. Oui, alors les patients, ils préfèrent parler à vous que de parler à la psychologue du service. Et comment, en effet, bon, là, c'est des enjeux autres parce qu'il s'agit de soignants, etc. Mais je trouve que c'est des questions précieuses sur la réflexion autour de cette place du chercheur, de qu'est-ce qu'il peut y avoir comme effet. Donc là, il y a des effets qui sont dits, connus, travaillés, mais d'autres effets qui sont peut-être pas dits, travaillés, explicités. Et je trouve que c'est un questionnement intéressant. Je me disais aussi que peut-être que c'est des questions qui peuvent aussi être importantes par rapport à tout ce qu'on disait hier autour de la restitution de la recherche. C'est vrai que quand on peut entendre des chercheurs en sciences humaines, alors sociologues, anthropologues, etc., parler de leur travail, comment parfois ça peut appeler quelque chose de l'ordre de la résistance, voilà. Mais on va reprendre votre question sur transfert et contre-transfert. Immense question. Hein. Mais quand même, peut-être juste une petite annotation, Élise, éventuellement, à ce sujet. Oui, bien sûr. Enfin, on parlait hier des effets iatrogènes dans la recherche. Alors déjà, peut-être juste préciser que... un élément très important, me semble-t-il, c'est que quand on arrive avec ce type de recherche et ce type de demande, c'est nous qui sommes en demande à l'égard des sujets de recherche. Ce qui est quand même, ce qui détermine un cadre bien différent de la relation dite transférentielle habituelle, puisque là, véritablement, c'est nous qui leur demandons quelque chose. Et que toute la question, c'est est-ce qu'à un moment donné, cette demande va pouvoir, non pas forcément s'inverser, mais au moins se redistribuer, se repenser, et qu'il me semble justement que les temps de restitution ont été participatifs de ce moment-là, de renversement ou de rediscussion de cette relation transférentielle de recherche, je ne sais pas trop comment l'appeler, mais voilà. Après, moi j'ai beaucoup réfléchi, parce que c'est une immense question, on pourrait rentrer dans mille choses, mais je pense que ça a été très important qu'on soit introduit d'une certaine manière par les cadres du service et les médecins. Et d'ailleurs, ça se joue de la même manière pour les entretiens avec les patients. Donc, pour répondre un peu à votre question, c'est que je pense que ce transfert sur les chercheurs, il est largement pris dans le transfert sur l'ensemble de l'équipe médicale et de l'équipe tout court. Et qu'il y a quelque chose qui circule
comme un transfert institutionnel, enfin, qui circule par l'institution, qui est donc moins un transfert comme on l'entend habituellement pour nous, d'une personne à l'autre. Mais que c'est sûr qu'il y a des choses qui se déposaient dans les entretiens de recherche qui étaient... d'ailleurs qui s'adressaient aux cadres et aux soignants, aux autres soignants, à l'équipe ou au fonctionnement, et qui ont été des éléments qu'on a pu faire ressortir d'ailleurs au moment des restitutions. Je suis la psychologue de l'unité AJA, et en fait je voulais témoigner de processus qui se sont produits en amont de cette recherche. Moi j'ai intégré le service 6 mois après son ouverture, donc pendant 6 mois il n'y a pas eu de psychologue, il y a eu des psychologues qui intervenaient des autres unités. J'ai pris le pari, enfin en tout cas j'ai pris la position de ne pas tutoyer les patients, de ne pas être dans la même position que les soignants, infirmières, médecins ou autres. Et ça a été un objet de tension, de friction, d'interrogation. Ça a été compliqué, c'est aussi une position qui n'est pas forcément facile à tenir, mais qui, je pense, a amené un certain nombre de réflexions et a fait mûrir aussi la demande du côté des soignants, en relais de réflexions qui avaient été faites par des médecins, par des cadres autour de la distance soignant-soigné. Et je pense que la recherche a été aussi la possibilité... est intervenu à un moment où l'équipe était mûre. Il n'y a pas eu effectivement de groupe d'analyse des pratiques, mais il y avait des staffs cliniques au cours desquels les pratiques, la relation soignant-soigné s'interrogeaient. Et je pense que l'équipe avait mûri une demande d'interrogation et de réflexion autour de son positionnement par rapport aux patients et de ce qui se jouait dans la relation entre les soignants et les soignés. Et je pense que c'était aussi une manière, ou en tout cas ça a été aussi une manière pour moi en tant que psychologue clinicienne de trouver une voie de dégagement par rapport à ces interrogations, c'est-à-dire de ne pas en être une interlocutrice dans une position où je ne pouvais pas répondre à leurs interrogations, et que la recherche a ouvert cette possibilité-là et est venue intégrer la position du psychologue clinicien comme étant une position singulière dans une équipe, mais qui n'était pas, qui nous a permis de nous dégager d'une confrontation dans laquelle finalement je risquais aussi moi de devenir un peu le mauvais objet qui interrogeait pourquoi le vouvoiement et pas le tutoiement, pourquoi ne pas aller sur Facebook et ne pas avoir les portables personnels des patients dans mon propre portable, et qui venait un peu devenir, pointait des modalités relationnelles, mais sous un abord qui risquait quand même d'aller sur le registre un peu agressif, passif-agressif, paranoïaque. Et la recherche, pour moi, était une manière j'ai vu l'équipe bouger et a constitué une possibilité de dégagement, parce qu'un lieu de réflexion autre, où j'étais probablement moins menaçante et où je menaçais moins l'équipe dans la réalité aussi. Ça fait quand même plaisir d'entendre de temps en temps une psychologue dans le champ de l'adolescence qui tient une position juste.